bonjour et merci de nous rejoindre sur i24 News édition spéciale. Ce matin, on va largement parler de ce qui fait les grands titres de la presse et de l'actualité en Israël. C'est toujours cette situation qui s'enflamme toutes les heures un peu plus dans le pays. Un ultimatum de 48 heures a été lancé par Benyamin Netanyahou au Hamas. Le calme aura pour réponse le calme, les attaques auront pour réplique des attaques. Et ce matin, les tirs de roquettes reprennent sur le sud du pays à l'aube de cette journée de tous les dangers. La détérioration de la situation est-elle aujourd'hui inévitable? On posera la question à notre panel d'experts dans un instant. Les populations sont à vif, la douleur et l'agressivité au sein des sociétés tant israéliennes que palestiniennes semblent à leur comble. Et une question, la cohabitation entre Israéliens et Palestiniens est-elle encore possible? On s'y intéressera également. Tout ça, c'est donc dans notre édition spéciale sur i24 News. Avec moi sur ce plateau, honneur au Daniel Bornstein. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Daniel Haïk, vous êtes également présent sur ce plateau. Ali Waked, spécialiste des questions arabes. On va tout de suite commencer par faire un point sur la situation avec notre expert en affaires militaires, Maxime Pérez. Maxime, bonjour. Cette nuit a été plus calme que ce que l'on craignait, mais ce matin, ça a repris de plus belle. Oui, difficile de parler d'accalmie avec des tirs qui se sont arrêtés vers 23h hier soir, mais qui ont repris tout à l'heure aux alentours de 5h30 du matin avec 4 nouvelles roquettes qui se sont abattues dans la région de Sderot et du Negev, en lisière de la bande de Gaza. Depuis 24 heures, ce sont plus d'une cinquantaine de roquettes et d'obus de mortier qui ont visé le territoire israélien. C'est sans précédent depuis l'opération Pilier de défense en 2012. Autant dire que la force de dissuasion israélienne ne fonctionne plus, mais l'information de cette nuit, Nathalie, c'est que l'aviation de Tsahal n'a pas riposté. Israël hier soir a transmis un ultimatum au Hamas par l'intermédiaire de l'Égypte. Et ce message dit, nous ne vous attaquerons pas, nous ne souhaitons pas d'escalade, mais si d'ici 48 heures vous ne faites pas cesser les tirs, nous déclencherons une opération d'envergure. Autant dire que cette journée de vendredi s'annonce décisive. Il faudra voir si les factions palestiniennes de Gaza continuent de jouer avec le feu ou privilégient un retour au calme. On va justement en parler dans quelques instants, Maxime, avec nos deux experts ici présents sur le plateau. Et vous l'avez dit, journée de tous les dangers aujourd'hui, avec deux moments particulièrement à suivre et particulièrement dangereux. D'une part, la sortie des mosquées. C'est le premier vendredi du Ramadan. Ça aura lieu aux alentours de midi. Et puis, l'enterrement en fin de journée du petit Mohamed. Oui, c'est le deuxième point chaud de cette journée, l'enterrement prévu de ce jeune Palestinien de 17 ans, Mohamed Abou Khoudaïr, qui pourrait avoir été victime, vous le savez, d'un crime nationalier de représailles suite à l'enlèvement et l'assassinat des 3 jeunes adolescents israéliens. Tension extrême à Jérusalem où doivent se dérouler donc ces funérailles. Cet après-midi, il y a des craintes très élevées d'affrontements comme on a pu en voir ces 2 derniers jours dans les quartiers palestiniens de Chouafat et Petra-Nina. Tension évidemment redoublée, vous l'avez dit, par cette grande prière du vendredi sur le mont du Temple. La police israélienne est en état d'alerte. Elle va limiter l'accès à ce site sacré aux Palestiniens de moins de 40 ans. De grands renforts sont en train d'être déployés autour de la vieille ville et des quartiers est de Jérusalem. Et c'est une journée donc très chaude qui s'annonce dans la capitale israélienne et peut-être même dans les territoires palestiniens plus généralement. Maxime, est-ce qu'on doit craindre un week-end plutôt sanglant, dangereux à l'est de Jérusalem notamment, mais également une expansion à d'autres villes israéliennes? Oui, on assiste à un cocktail explosif qui concerne à la fois la situation à l'est de Jérusalem, mais également autour de la bande de Gaza, un week-end de tous les dangers. Et puis vous avez raison de citer peut-être une possible extension à d'autres régions géographiques d'Israël, puisque hier soir, dans la région de Galilée, à Wadi Hara, une zone où vivent une importante population arabe israélienne, et bien des jets de pierre ont visé des véhicules israéliens qui circulaient sur la principale route de cette région. Et on se dit que si évidemment la situation dégénère dans les prochaines heures, elle pourrait aussi faire tache d'huile dans cette région de Galilée, comme El-Fachem, Wadi Hara, où vit une population israélienne arabe israélienne qui s'identifie souvent
à la cause palestinienne. À la cause palestinienne, merci Maxime. Et on le sait, hein, cette escalade de violence, elle est manifestement conditionnée beaucoup au développement dans l'affaire du meurtre de Mohamed Abou Khader. On va en reparler des développements de l'enquête. Mais juste avant, on va faire un tour par les kiosques. L'heure de la revue de presse du Moyen-Orient, c'est Yael Bornstein qui nous la présente ce matin. Et cette revue de presse, elle se concentre bien évidemment sur cette montée de violence dans le sud du pays. Tout le monde retient son souffle et comme le disait Maxime il y a quelques instants, en Israël, on ne riposte pas. Non. Pas pour l'instant en tout cas, Nathalie. Nous l'apprenions hier en fin de matinée dans un communiqué surprenant. Les Israéliens ont fait savoir au Hamas qu'ils n'étaient pas intéressés à une escalade supplémentaire de la violence dans la région. Eh bien, je ne vous l'apprends pas, des dizaines de roquettes continuent de tomber sur Sderot, Ashkelon et toute la région de la municipalité d'Eshkol. Je voudrais commencer cette revue de presse par cet article du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot, l'ultimatum de 48 heures que Tsahal a donné au Hamas. Ou bien la violence et les tirs s'arrêtent complètement, ou bien la riposte d'Israël sera sans précédent. Voilà la menace de Tsahal aujourd'hui. Dans le sud du pays, les habitants se sentent en guerre. Je vous soumets cette carte du site Ynet, la version online de Yediot Aharonot. On voit ici le rayon d'action des tirs palestiniens sur le territoire israélien, 12 km au nord de la bande de Gaza. Ashkelon qui vit quasiment dans les abris à l'heure d'aujourd'hui. Idem pour Sderot, à seulement 4 km à l'est, et même Ofakim jusqu'à 22 km au sud-est. Avec tout cela, Israël tente pour l'heure de mener une politique de retenue. Voici aussi cette nouvelle dans le quotidien de gauche Haaretz. On voit ici les soldats des gardes-frontières en confrontation avec des Palestiniens dans l'est de Jérusalem. Le titre de cet article en dit long. On se retient pour l'instant. Et nous continuons avec cette nouvelle qui vient s'ajouter au drame de la journée d'hier. Vous le voyez dans le quotidien gratuit et proche du gouvernement Israël Hayom. Je vous laisse seul juge de la situation. Hier, 8h30, un miracle. Dans un jardin d'enfants dans la ville de Sderot, une roquette s'abat sur cette maison dans laquelle se trouvent 5 enfants, heureusement tous confinés avec leur puéricultrice dans l'abri antimissile. Et aucun d'entre eux n'est blessé, physiquement en tout cas. Dans ce contexte, on sait que tout est lié. On parle également dans les médias de cette mort encore inexpliquée de cet adolescent palestinien. Son enterrement qui est prévu pour cet après-midi, 17h. L'heure n'est pas encore certaine. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été dévoilés et on ne peut donc écarter ni la piste nationaliste ni la piste pénale. Regardez cette info dans Energy, la version online du quotidien centriste Maariv. On s'attend à un regain supplémentaire de violence cet après-midi pendant l'enterrement de l'adolescent palestinien. C'est aussi la célébration du premier vendredi des prières du mois du Ramadan. Des centaines de policiers sont en faction 24 heures sur 24 dans tout Jérusalem pour préserver le calme tant que faire se pourra. Et sur ce même thème, la presse arabe, elle en dit quoi ? Bien, chacun trouve un peu midi à sa porte, comme d'habitude, si on peut le dire. Commençons, si vous le voulez bien, par Ma'an, l'agence de presse palestinienne. Tsahal a engagé un nombre encore restreint de réservistes et les a d'ores et déjà placés à la frontière de la bande de Gaza. Quant au site de la chaîne pan-arabe Al Jazeera, eh bien, il nous soumet la douleur de la famille de l'adolescent palestinien qui attend de récupérer le corps de Mohamed Abou Khader afin de pouvoir procéder au rituel des funérailles musulmanes. L'article affirme encore que pour la famille du défunt, eh bien, il n'y a aucun doute. Ce meurtre est une vengeance israélienne à l'assassinat des 3 adolescents, c'est ce que pense la famille. Dans le quotidien libanais, en langue française, L'Orient le Jour, on nous propose une analyse d'une éventuelle désescalade de la violence. Est-ce encore possible, pourra-t-on désamorcer cette bombe à retardement ? Notre confrère Amar Awad a l'air de dire que non. Mais les deux parties sont allées trop loin pour que le Hamas ne flanchisse pas et que les Israéliens n'aient plus soif de vengeance. Allez, on va essayer, comme vous aimez le faire, de terminer malgré tout sur une note un peu plus légère. Allez, on va peut-être même sourire. On va essayer en tout cas, Nathalie. Regardez Benjamin Netanyahou avec Benny Gantz, le chef de l'état-major, et Moshe Yaalon, le ministre de la Défense, dans Haaretz, cette caricature. Ils essayent désespérément de voir le quart de finale entre l'Allemagne et la France. Ce sont donc 3 hommes qui veulent voir du foot. Mais ils n'y arrivent pas tant que les roquettes pleuvent. Alors Netanyahou spécule et s'aventure à croire que c'est la France qui a marqué un but. À mon avis, ils se feront raconter les matchs, Nathalie. Netanyahou qui s'est offert tout de même une courte pause hier pour célébrer à l'ambassade américaine le 4 juillet, le jour de l'indépendance. Mais c'est vrai, l'actualité est bien chargée. Merci. Yael, d'avoir été avec nous ce matin. Alors justement, vous parliez de la situation à Sderot. Eh bien, on va faire le point sur la journée d'hier et les différentes roquettes qui sont tombées sur cette ville du sud du pays.
Ceci n'est pas une histoire de guerre ou de paix. Ce n'est pas non plus une histoire de revanche ou de compassion. Ceci est simplement l'histoire d'une famille israélienne du sud du pays qui doit faire face aux tirs de roquettes incessants envoyés depuis Gaza. Les 2 dernières semaines n'ont pas été simples pour la famille Journeau qui espérait commencer sa journée de meilleure façon. Il est 8 h du matin quand l'alerte au missile retentit une fois de plus dans la ville de Sderot. 15 secondes plus tard, la roquette tirée depuis la bande de Gaza frappe directement la maison de la famille Journeau au niveau de la chambre à coucher des parents. Aucun des 5 enfants présents sur les lieux au moment de l'impact n'a été blessé. Par contre, les dégâts matériels, comme vous pouvez vous en apercevoir, sont eux très nombreux. Ma femme et les enfants étaient présents et ils ont réussi à se rendre jusqu'à la pièce blindée. Au bout de quelques secondes, il y a eu une explosion. Elle ne s'est même pas rendue compte que c'était notre maison qui a été touchée. Elle a réussi à mettre les enfants à l'abri et c'est le plus important. Les 2 enfants du couple ainsi que les 3 enfants des voisins ont dû se réfugier chez des amis pour le reste de la journée. Au moment même où notre équipe se trouve dans la maison des Journaux, l'alerte au missile retentit pour la 16e fois depuis minuit. Tammy, la mère de famille, paniquée, nous emmène dans la pièce blindée de leur maison. Je ressens beaucoup d'appréhension et j'ai peur. Ce n'est pas facile, à chaque alerte de roquette, c'est la même chose. Et reprendre une vie normale après ça, ça prend du temps. Pour cette famille, il n'y a pas d'autre choix que de mettre fin, d'une façon ou d'une autre, à ce quotidien de plus en plus difficile. Je veux vivre dans mon pays avec mes enfants en paix et les élever comme il faut. Je ne suis pas du genre à plier bagages pour aller dans un autre endroit moins risqué. Mais les décideurs d'en haut doivent faire quelque chose. Toute la journée durant, les politiciens se sont relayés à la maison des Journaux pour apporter leur soutien. Il y a beaucoup de force ici. Les habitants demandent aux leaders politiques d'agir maintenant et faire tout ce qui est nécessaire contre le Hamas. Les habitants soutiennent le gouvernement pour que celui-ci fasse quelque chose. C'est incroyable de se rendre d'une maison où le fils a été assassiné par le Hamas à une autre maison qui a été bombardée par le Hamas. Le Hamas est responsable. Il doit savoir que nous sommes forts et patients, que nous savons quoi faire car cette situation est inacceptable et notre pays ne peut pas continuer comme ça. L'issue de ces 15 derniers jours de violence dans la région demeure toujours inconnue. Une chose est sûre, la famille Journeau sait déjà qu'elle va devoir se trouver un toit pour le week-end. Alors Daniel a dit plusieurs éléments dont on va reparler, qui sont intéressants et importants dans ce reportage. Le premier d'entre eux peut-être, la façon dont les habitants de Sderot vivent ces tirs de roquettes incessants depuis maintenant près d'une semaine, si on oublie ce qui s'est passé au préalable. Et puis cet appel finalement des habitants de Sderot à agir et à répondre au Hamas et au meurtre de ces 3 adolescents. D'abord, les habitants de Sderot ne vous diront pas que ce sont des roquettes qui sont tombées au cours de la semaine dernière. Ils vous disent que depuis 7 ans, ils sont les otages du Hamas et que les roquettes tombent, pleuvent régulièrement. La plupart du temps, fort heureusement, elles ne tombent pas sur des habitations. Elles ne causent aucun dégât ni de blessés, fort heureusement. Mais dans l'absolu, ce sont les otages. Ils sont les otages du Hamas et la population de Sderot que j'ai rencontrée cette semaine. Eh bien, c'est une population qui donne carte blanche au gouvernement israélien pour saper en tout cas toutes les infrastructures du Hamas pour empêcher le Hamas de poursuivre ses tirs. Et eux, ils sont prêts à payer le prix, c'est-à-dire à vivre au moins pendant 15 jours, comme cela s'est produit lors des opérations Plomb durci, l'opération Colonne de nuée, enterrés dans les chambres blindées, pour que, une fois pour toutes, le Hamas puisse être, la force en tout cas militaire du Hamas puisse être sapée. Puisse être mise à mal. Dans ce contexte, on a le sentiment, Ali, qu'Israël va reculons et n'ose pas encore affirmer une opération militaire d'envergure ou pas sur Gaza. Bon, les Palestiniens à Gaza sont sûrs que c'est le silence qui précède la tempête. Maintenant, je veux réagir à ce que Daniel vient de dire. Saper la force du Hamas. Vous savez, hier, on a employé beaucoup le terme ambigu et ambiguïté. Le Hamas, il essaye de faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter ce tir de roquette. C'est bizarre de le dire. Enfin, pour l'instant, il ne réagit pas, le Hamas. Non. À aucun tir de roquette. Il ne revendique pas, mais il ne réagit pas non plus. Non. C'est pas le Hamas qui tire. 1. 2.
On a parlé ces derniers mois, suite au gouvernement de réconciliation palestinien, de la faiblesse du Hamas et de l'isolement du Hamas suite à la chute des frères musulmans en Égypte et ailleurs, suite aux opérations menées par l'armée égyptienne contre les frontières avec la bande de Gaza. Cette faiblesse s'avère maintenant aussi évidente, claire, pour les autres fractions palestiniennes qui, elles aussi, sont en train d'examiner la patience et la force du Hamas. Et donc Israël ne répond pas parce que Israël sait que pour le moment, c'est le Hamas. Et c'est bizarre et c'est fou de le dire. C'est le Hamas qui est le garant de la stabilité et de la sécurité dans la région et qu'il faut donner le temps au Hamas pour réagir. Le problème, c'est que le Hamas, dans des rounds précédents, le moment où il donnait des instructions au djihad islamique et aux autres groupes d'arrêter les tirs, le tir ait été arrêté. Maintenant, donc pour le moment, le Hamas n'a pas donné l'ordre au djihad islamique et aux autres factions présentes à Gaza d'arrêter les tirs. Ce que j'ai dit, c'est que le Hamas a donné l'ordre. Maintenant, cet ordre n'a pas été respecté. Les gens, le djihad islamique, ils sont la faiblesse du Hamas et il veut examiner la patience et la force du Hamas. Et pour cela, pour le moment, le Hamas ne réussit pas d'établir le cessez-le-feu qu'il veut. L'ultimatum était déjà même avant-hier, avant le communiqué de l'armée israélienne, le Hamas a échoué. Il faut comprendre, il y a des éléments aussi régionaux. Il y a les Iraniens qui incitent le djihad islamique à continuer à tirer. Il y a les calculs politiques internes du djihad islamique vis-à-vis du Hamas. Et l'ambiguïté, c'est que le Hamas ne veut pas tarder le train de la résistance. Le Hamas risque ou craint de se voir plonger dans ce round d'escalade avec Israël alors qu'il a les yeux sur la Cisjordanie. Le Hamas a voulu que la détérioration sera en Cisjordanie et non pas à la bande de Gaza. Donc les calculs sont très ambigus, sont très complexes. Daniel, vous vouliez réagir? De dire que le Hamas ne veut pas d'escalade de la violence parce qu'il est faible, parce qu'économiquement il est affaibli, parce que même militairement il est affaibli. Mais parce que la réalité... années, oui. Si on exclut les opérations précises qui ont duré quelques jours, le Hamas, la situation a été la meilleure, même mieux que celle qui n'était sous l'autorité palestinienne. On se trouve dans un contexte, depuis la formation du gouvernement d'union nationale palestinienne, un contexte paradoxal, c'est dans lequel, d'un côté, on dit que le Hamas ne veut pas d'escalade de la violence, mais d'un autre côté, on a l'assassinat des 3 jeunes, qui est une action du Hamas, même si elle n'a pas été revendiquée en tant que telle, mais elle a été reconnue comme une action de terroriste du Hamas. Et puis on a une situation, si on ne rentre pas dans les détails, si tout le monde, la plupart des gens ne sont pas des experts, la plupart des gens, depuis 2007, le Hamas essaye d'enflammer la situation en Cisjordanie. Alors, d'un côté, le Hamas surprendra Israël, c'est la déclaration du porte-parole de l'aile militaire de l'organisation terroriste. Le Hamas a averti de surprendre Israël aussi dans les rounds précédents. Donc ça, c'est pour la consommation. C'est que d'un côté, ce n'est pas tout à fait facile à suivre pour la plupart du commun des mortels. D'un côté, on a le sentiment que en Cisjordanie, le Hamas veut attiser l'attention et que dans la bande de Gaza, il veut calmer les esprits. C'est un peu paradoxal. Qu'est-ce que veut le Hamas exactement? Et cela, c'est difficile. Bon, pour la première fois, on reconnaît que le Hamas n'est pas unanime, n'est pas uni comme c'était le cas jusqu'il y a quelques années. Le Hamas de l'intérieur, Hamas de l'extérieur. Oui, pour la première fois. Bon, vous savez, c'était plutôt j'ose dire, une propagande israélienne de décrire une Hamas de l'extérieur, une Hamas de l'intérieur. Mais récemment, suite à la disparition de Ahmad Jabari, suite aux différences au sein de l'organisation à propos de la guerre civile en Syrie, où Mahmoud Azahar était plutôt pour continuer la collaboration avec les Iraniens, alors que la très grande majorité de l'organisation soutenait les rebelles syriens. Donc il y a une division au sein du Hamas. Même vous savez ce que m'ont dit les gens du Hamas à Gaza suite à l'enlèvement des 3 jeunes israéliens, que même si on ne sait pas si les instructions sont venues de Qatar ou de Gaza. Il peut se faire que ce sont des membres du Hamas, mais probablement c'est une initiative locale du Hamas qui n'a rien à faire avec la direction centrale. Alors, et ce sont des expressions pour la première fois cette terminologie. Ali, Daniel, on va revenir dans un instant sur le Hamas qui perd pied et le Hamas également avec le Mahmoud Abbas et le Fatah. On va voir quels sont les risques. On va tout de suite se rendre à Sderot avec un responsable de la mairie de Sderot, Georges Adjesh. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors on les a vues, Georges, ces images d'hier, cette roquette qui atteint de plein fouet une maison, un jardin d'enfants aussi, et miraculeusement aucune victime, avec
un mot d'ordre des services de sécurité et des services municipaux, respecter les consignes de sécurité, ne pas s'éloigner des espaces protégés. Allô? Bonjour Georges, vous nous entendez? Oui, très mal, mais ça va. La connexion qui est donc difficile, je vous répète ma question. Les services municipaux, les services de sécurité israéliens qui enjoignent à nouveau ce matin et pour ce week-end la population de Sderot à rester dans les espaces protégés. Hein. Oui, bon, vous savez, à Sderot et dans la région, malheureusement, nous avons, comme je l'avais dit, nous avons l'habitude de cette situation quand on entend les sirènes, les alertes couleur rouge. Tout le monde, les enfants, les vieux, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Alors, on essaye de rester le plus proche des abris, des chambres qui sont protégées. Et on est attentif. Vous êtes attentif, est-ce que vous le sentez, vous la sentez, cette envie, ce besoin aussi de la population de Sderot que le gouvernement agisse dans la bande de Gaza? Et vous savez, tout le monde attend voir une réponse, veut voir un acte du gouvernement d'Israël, de Bibi Netanyahu, pour résoudre ce problème. Mais nous savons, cette situation, ce n'est pas une situation qu'on peut régler avec un bombardement de 5 ou 10 minutes et puis après c'est fini. Non, ce n'est pas ça la solution. La solution est beaucoup plus compliquée et c'est une solution que tout le monde doit comprendre. J'ai écouté cette adhésion qu'il y a eu maintenant avant moi et cette personne qui a... Ali Waked. Oui, qui expliqué la situation dans le Hamas. Le Hamas n'était pas d'accord pour le kidnapping des 3 jeunes. Ils ne sont pas d'accord pour le tir de roquettes qui se passe maintenant. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'Ali a dit, mais... Attendez, excusez-moi. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Supposons, n'est-ce pas, que les dirigeants du Hamas d'aujourd'hui ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas se dire, ils n'étaient pas d'accord pour le kidnapping. Supposons que c'était comme ça. Mais qui c'est qui a fait ça? Ces jeunes qui ont fait ces actes, ces jeunes qui sont passés à la télévision hier comme des Rambo, qui ont parlé, qui ont dit à Israël, on va vous brûler, on va tout vous détruire. Tous ces jeunes-là qui font ça, c'est des jeunes qui ont été éduqués par qui? Par nous. C'est l'éducation que les enfants reçoivent dans les écoles à Gaza. Alors, vous savez, quand on sème ça, c'est ce qu'on reçoit après. C'est la récolte. C'est ce qu'ils ont semé. C'est l'éducation qu'on donne aux jeunes de la bande de Gaza. C'est les éducations qu'on donne dans les écoles de Gaza et de Samarie. Les enfants du plus jeune âge comprennent qu'il faut leur avenir est d'être un martyr, d'aller se faire sauter dans un autobus avec des enfants pour tuer des juifs. Alors justement, Georges, on va... merci beaucoup, Georges, pour ce témoignage et cette intervention. On va reposer cette question, la question de l'éducation. La députée de Habayit HaYehudi, Ayelet Shaked, en a beaucoup reparlé, elle, pas seulement, mais au cours de cette semaine et au cours de ces 2 dernières semaines, notamment depuis l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens, avec une question, celle de l'éducation. Tsahal aura beau répliquer, l'éducation, l'endoctrinement du Hamas aussi dans la bande de Gaza se fait. Bon, moi, je me permets de m'insurger contre cette question qui se répète tout le temps, le système d'éducation palestinien. C'est pas parce que le système d'éducation palestinien n'est pas fautif, n'est pas responsable à l'incitement, à la haine et à la non-reconnaissance des Israéliens, mais il faut voir l'autre côté, il faut voir qu'est-ce qui se passe dans le système d'éducation dans certains endroits de la Cisjordanie, les colonies, notamment les colonies. Ça, c'est une chose. 2, on n'a pas tourné le Hamas en un groupe des enjeux. Loin de ça. Le Hamas est encore, selon tous les critères internationaux, une organisation qui appelle à la haine, à la violence, voire une organisation qui emploie le terrorisme comme moyen essentiel. Organisation terroriste qui n'a plus le contrôle sur ses adeptes. Non, on n'a pas dit ça, Nathalie. On a dit que le Hamas, suite à un processus d'institutionnalisation qu'il a passé, il a perdu des sympathisants. Il a un peu perdu le contrôle sur tous ses adhérents. Et il faut faire attention. Moi, je comprends très bien, Georges, mais nous, on a affaire à la politique, on n'en a pas affaire au sentiment. Et la politique, ce que voit le gouvernement israélien, et c'est pour cela la réaction israélienne n'était pas encore venue. L'alternative à la bande de Gaza pour le Hamas, ce n'est pas les modérés.
l'alternative à la bande de Gaza pour le Hamas, ce n'est pas l'OLP, l'autorité palestinienne, Abu Mazen. Les Israéliens ne ripostent pas jusqu'à présent parce qu'ils savent que l'alternative qui est prête à prendre les cordes à la bande de Gaza sont les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, voire les autres groupes plus radicaux. Donc ça, c'est le calcul, des Israéliens. Le craint ce potentiel affaiblissement du Hamas. Israël peut craindre l'affaiblissement du Hamas. Je voudrais juste répondre, Nathalie, si vous me permettez, à ce qu'a dit Ali à un moment, une comparaison que je ne peux pas laisser passer, c'est-à-dire comparer le système éducatif des Palestiniens, même sans aller dans la bande de Gaza, même à l'intérieur de la Judée et de la Samarie, chez les Palestiniens. Chez les Palestiniens, comparer le système éducatif chez les Palestiniens et le système éducatif israélien qui est en vigueur dans le système éducatif israélien. J'ai dit qu'on a vu aussi des camps des jeunes, des camps des jeunes dans les colonies qui commencent à apprendre comment utiliser les fusils. Vous savez, la haine des Arabes, c'est aussi quelque chose qu'on voit constamment. Moi, ce que je peux constater de ces derniers jours, c'est qu'il y a une forme de légitimité d'une vengeance palestinienne après, par exemple, le meurtre de ce jeune Palestinien, puisque tout est, la riposte, la réaction dans la rue, à Chouafat, dans les quartiers arabes de Jérusalem, c'est tout à fait légitime de réagir, de riposter, alors que lorsque l'on parle de vengeance ou de réaction après le meurtre des 3 jeunes Israéliens, eh bien ça semble tout à fait déplacé. Alors, vous avez été absent pour ce qui se passe dans les réseaux sociaux, Daniel. Les manifs qui ont été les réseaux sociaux dans les rues de Jérusalem. Elle attaque des dizaines de Palestiniens de Jérusalem. Les réseaux sociaux ne sont pas maîtrisables. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et les manifestations à la rue. Dans la rue, Ali, on a quand même eu 2 poids, 2 mesures. Si on parle de cette politique de 2 poids, 2 mesures, d'un côté les familles, voilà, on a vu les familles, la famille Frankel qui réagit, et la réaction admirable de la famille Frankel réagit et qui dit cela. Le comportement même, puisque même si on l'a assez dit sur cette chaîne, ce ne sont pas 3 jeunes colons qui ont été assassinés, mais 3 jeunes israéliens. Il y en avait un qui habitait dans une implantation et 2 autres qui habitaient à l'intérieur du territoire israélien. Même là-dessus, la réaction de ces familles, la dignité de cette famille, le refus de l'appel à la haine, c'est ça qui est déterminant. Messieurs, dans quelques instants, juste, je voudrais qu'on écoute un extrait de l'intervention de Saber Ekat. Il était interviewé par Jean-Charles Banoun sur i24 News. Écoutez, on en reparle après. Quand la paix n'est pas là, quand l'idée même de la paix a disparu, dans l'esprit des Palestiniens et des Israéliens, eh bien vous avez des parents palestiniens et israéliens qui vont enterrer leurs enfants. C'est très malheureux. C'est une situation malheureuse. Mais si le gouvernement israélien pense que la solution c'est d'apporter plus d'implantation, plus de violence, plus de punition collective, eh bien je peux vous dire une chose. Tout cela entraînera encore plus de violence, des actes de désespoir et de la haine. Acte de désespoir, de la haine, Daniel, on reprend, c'est très oui, théorique. mais acte de désespoir et de la haine, le peuple juif est un peuple qui en connaît une page en matière de désespoir. Il a connu le désespoir, le plus profond des désespoirs, et cela ne l'a jamais poussé vers la haine, vers le crime délibéré, vers la haine raciale. Bien, en tant que peuple, ou même à l'exception peut-être bien entendu d'individus, de marginaux, dans l'extrême des extrêmes, oui. Mais le peuple juif en connaît, comme c'est Elie Wiesel qui disait ça. Nous savons ce que c'est le désespoir. Et nous n'avons jamais sombré dans le terrorisme. Nous n'avons jamais sombré dans le terrorisme contre des civils, dans l'assassinat à l'échelon. Oui, mais les autorités étaient fort indulgente vis-à-vis aux crimes de haine, les tag price, les différents qui ont eu lieu aussi à Jérusalem. Daniel, on va marquer une courte pause. On va marquer une courte pause. Restez avec nous dans 2 minutes. On revient donc sur ce plateau pour continuer à parler de ce climat de forte tension. Vous le sentez également sur ce plateau. À tout de suite. Il
Il est 8h30 à Tel Aviv. Merci de nous rejoindre sur i24 News pour cette édition spéciale largement consacrée à cette situation de tension dans le sud du pays, à Jérusalem-Est également, avec ces tirs de roquettes qui ont repris ce matin sur la ville, notamment de Sderot. Nous y étions il y a quelques instants. Avec nous sur ce plateau, Ali Waqued, spécialiste du monde arabe, Daniel Haï, consultant d'i24 News, et Michel Kishka qui nous a rejoint. Bonjour Michel, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on va reprendre avec un mot très rapidement, Daniel, puisque vous vouliez continuer cette discussion qu'on avait il y a quelques instants sur la bande de Gaza. Oui, un mot sur la position du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui se retrouve quelque peu entre deux feux à l'intérieur du cabinet restreint. D'abord, il y a, on va dire, la branche plus à droite et plus radicale avec Naftali Bennett et Avigdor Lieberman qui le poussent à une opération massive à l'intérieur de la bande de Gaza. Et puis, il y a les plus modérés, le centre-gauche avec Livni, la plupart des membres la majorité des membres de ce cabinet. Benjamin Netanyahu se retrouve au milieu. Et il y a une phrase, on se rappelle de cette formule d'Arik Sharon qui était de dire, en hébreu c'était Ipuk Zekor, la retenue c'est de la force. Et quelque part c'est une phrase très intéressante. C'est ce qui fait que Netanyahu ne prend pas de décision pour l'instant. Cela pourrait être perçu comme cela. Le fait de se retenir, c'est une forme d'expression de force. Mais quelque part, si on voit l'histoire, et c'est Ariel Sharon qui l'a dit, il a dit cette phrase en 2001, au plus fort de l'intifada, mais finalement au bout du compte, après cette retenue, il a fallu qu'il lance malgré tout l'opération Rempart en 2002, parce que finalement, la force de dissuasion de l'armée israélienne, la force de dissuasion d'Israël, s'était totalement effritée. Est-ce qu'on se retrouve dans une situation aujourd'hui où est-ce que la force de dissuasion de Tsahal s'effrite face aux menaces, aux tirs du Hamas? Je ne pense pas. Il ne faut pas oublier que depuis plus d'un an, l'armée égyptienne est en train de faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter la munition du Hamas par des armes venant de l'Iran et du Soudan et ailleurs. Le Hamas, il est beaucoup plus faible politiquement et militairement parlé. Donc ce n'est pas le cas. Il y a un intérêt, et c'est bizarre de le dire et de le répéter encore une fois, il y a un intérêt israélien à ce que le Hamas, pour le moment, soit fort vis-à-vis des organisations plus radicales. Et c'est un intérêt stratégique qui permet aux Israéliens d'éviter une pression internationale. Parce que l'interview de Saïb Erekat, on l'a vu hier entièrement sur ce plateau. Saïb Erekat a dit que dans tous les rendez-vous avec les Israéliens, dans tous les meetings avec les Israéliens lui ont posé la question suivante. Mais vous n'êtes pas souverain à la bande de Gaza. Gaza est séparée. Maintenant, du coup, quand il dit il y a une réconciliation et l'autorité palestinienne commence à établir son rôle et sa souveraineté sur la bande de Gaza, du coup, on nous reproche d'avoir fait la réconciliation avec les radicaux du Hamas. Il a dit aux Israéliens, décidez-vous. Pour Saïb Erekat, la question de réconciliation, c'est un prétexte israélien pour ne pas retourner aux négociations. Ce qui dit que pour Israël, le Hamas était un garant politique pour éviter de la pression internationale quand il y a une organisation extrémiste comme le Hamas. C'était en quelque sorte une police d'assurance pour les Israéliens. De l'autre côté, quand on a dit que les alternatives, ce n'est pas les modérés, il n'y a pas des libéraux qui attendent avec des fleurs à la bande de Gaza. Il y a des djihadistes qui pensent que les Hamas sont des traîtres, que le Hamas qui était impliqué dans le processus politique, dans les élections, qui ont signé, ou pas signé, mais qui ont arrivé avec les Israéliens à un cessez-le-feu, qui permettent les marchandises israéliennes de rentrer à la bande de Gaza. Et ça, c'est pourquoi les Israéliens, à mon avis, ne ripostent pas jusqu'à présent. Alors, on va faire le point. Je dois rappeler que Mahmoud Abbas, la semaine dernière, a dit que c'est le Hamas qui lui plantait un couteau dans le dos, qui était en train d'effriter l'autorité palestinienne. Que si ça s'avère que le Hamas est responsable de l'enlèvement, ça, c'était l'expression exacte de M. Abbas. Alors, on va faire le point à présent sur ces tensions à l'est de Jérusalem. On regarde ce reportage, on en reparle juste après. Jérusalem-Est portait ce jeudi les séquelles des violences de la veille. Dans le quartier palestinien de Chouafat, la police a maintenu son dispositif pour répondre à de nouveaux affrontements. Il y a des renforts de police dans tous les secteurs de Jérusalem, à la fois des gardes frontières et des groupes d'intervention rapide. Mais pour l'instant, la situation reste relativement calme. Nous n'avons à déplorer aucun incident majeur. Il ne faut pas oublier que nous sommes en plein Ramadan. C'est une période censée être calme, mais attendons des... Mais la situation a de nouveau dégénéré. En fin d'après-midi, des dizaines de jeunes ont de nouveau attaqué les forces de l'ordre à coups de pierre et de cocktails Molotov.
Les policiers israéliens ont répondu par des tirs de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Et pendant que les affrontements reprennent sur le terrain, l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances du meurtre de Mohamed Abou Koudaïr. Crime nationaliste ou pas, sa famille espère surtout pouvoir l'enterrer au plus vite. Le médecin palestinien est arrivé à l'Institut médico-légal pour l'autopsie. Le corps de mon fils a été remis aux autorités en début d'après-midi. Une fois terminé, ils doivent retourner son corps à la police qui nous contactera. À l'ouest de Jérusalem, la population israélienne reste à l'écart des tensions, mais les habitants souhaitent un apaisement. La situation s'est réchauffée avec les Palestiniens, mais je pense que ça va se calmer et que tout va rentrer dans l'ordre. Les esprits et condamner fermement tous ces actes de violence. Un appel au calme relayé par les responsables politiques. Sur Twitter, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rappelé qu'Israël était un État de droit, suggérant que personne ne devait se faire justice seul. Alors on va reparler à présent de cette enquête sur les circonstances de la mort du jeune Mohamed Abou Koudaïr. On en reparlait dans ce reportage. Ali, est-ce que vous en savez plus? Non, on ne sait pas encore. Selon les Palestiniens, c'est la famille et les sources de l'autorité palestinienne. C'est un meurtre qui était commis pour des raisons nationalistes. Selon des sources non officielles palestiniennes, il peut se faire qu'il y a un conflit, une différence familiale qui est à la base de ce crime. Pour le moment, pour l'autorité palestinienne, pour la famille, c'est un meurtre à fond nationaliste. Côté israélien, qu'est-ce qu'on dit, Daniel? Pour l'instant, la police reste très discrète. Elle n'est arrivée à aucune conclusion, en tout cas, même après. C'est normal qu'après 48 heures, il n'y ait toujours pas de conclusion. On sait que l'autopsie a été particulièrement délicate. Certains affirment que peut-être que la police veut attendre justement les prières du vendredi, attendre les obsèques du jeune garçon pour pouvoir ensuite publier ses conclusions, mais en tout cas pour l'instant... Pour ne pas prendre le risque d'enflammer la situation. Oui, parce que selon les sources de la famille, les autorités israéliennes ont plutôt tranche le côté d'un meurtre nationaliste. Le père vient de le dire dans cette interview, que tous les tests prouvent que c'était plutôt un meurtre d'ordre nationaliste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prouver qu'un meurtre, brûler un corps, etc., il est d'ordre nationaliste ou pas d'ordre nationaliste? Moi, je ne le sais pas. Mais vous savez... La proximité la maman de ce jeune Mohamed en parlait hier et disait qu'elle était persuadée qu'il y avait une politique de 2 poids, 2 mesures d'Israël dans cette histoire, concernant d'une part la recherche des coupables de l'enlèvement et du meurtre des 3 adolescents israéliens et de l'autre la recherche des... voir où il y a 2 poids et 2 mesures. On a vu que même pour les Israéliens, les 3 jeunes Israéliens, il a fallu 18 jours pour retrouver leur corps et pour essayer de comprendre comment les circonstances de ce kidnapping et de leur assassinat. Donc il y a difficile de dire qu'il y a 2 poids et 2 mesures. J'ai entendu déjà ce narratif du côté palestinien en affirmant que même s'il y a on arrête les responsables et qu'il s'avère que ce sont des juifs, il y aura 2 poids et 2 mesures, parce que finalement les juifs ne seront pas condamnés avec la même gravité que si c'était des Palestiniens. Je dois juste mentionner que dans les prisons israéliennes, purge une peine de réclusion à perpétuité un homme qui s'appelle Ami Popper, qui a assassiné en 1990 7 Arabes israéliens, 7 Palestiniens, et qui n'a jamais bénéficié de la moindre réduction de peine, qui n'a aucune chance de sortir de prison, contrairement à des terroristes palestiniens qui ont été libérés soit dans le cadre du marché Shalit et d'autres marchés de libération d'échange de prisonniers. Tout le reportage des organisations de droits de l'homme plaignent du fait que des dizaines de crimes de haine n'ont jamais été terminés par des accusations officielles dans un tribunal israélien. C'est même des centaines selon ces reportages. De crimes, je ne sais pas, mais je sais que de crimes, il faut être précis, de crimes, d'assassinats,
c'est certainement pas ni non, des parce dizaines... qu'il n'y avait pas des dizaines de crimes d'assassinat du côté juif. Il y a eu effectivement des actes de haine, de Tag Mehir, du prix à payer qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été élucidés. Ils n'ont jamais été résolus pour le moment. Oui, mais c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer des graffitis avec l'assassinat. Et la police israélienne est à la recherche toujours des assassins, tant de ce jeune Mohamed que des 3 Israéliens qui ont été kidnappés et ensuite tués. On va revenir un instant sur la responsabilité des gouverneurs dans ce genre de situation. Est-ce qu'ils ont, Ali, Daniel, la responsabilité, le devoir d'appeler la population, d'exhorter leur population respective à la paix, au calme, de façon beaucoup plus marquée que ce qu'ils font en ce moment? Je crois effectivement que c'est le rôle de l'État. On est dans un État souverain, un État de droit. C'est le rôle de l'État d'appeler la population à se calmer, mais c'est aussi le rôle de l'État. On a beaucoup parlé de vengeance. Je pense que beaucoup de personnes qui parlent de vengeance ne parlent pas de vengeance personnelle, d'aller se faire vengeance, de venger la mort des 3 jeunes personnellement. C'est quelque part, ils appellent l'État d'Israël à venger la mort des 3 jeunes avec les moyens dont l'État d'Israël dispose pour venger la mort de ces 3 jeunes. C'est tout à fait différent. Et je pense qu'il ne faut absolument pas justifier le moindre acte de vengeance ou de haine qui peut être réalisé par des gens personnels, par des individus au sein d'une société, au sein d'une nation, mais il faut peut-être renvoyer la balle vers l'État et dire comment l'État réagit, comment les autorités réagissent après l'assassinat de 3 jeunes, comme on l'avait vu cette semaine. Je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Et le rôle que Daniel a décrit pour la direction israélienne, il est aussi le même rôle que doit jouer la direction palestinienne. Mais il faut voir, la situation de l'autorité palestinienne est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas une autorité qui gère un État, c'est une autorité qui gère quelques parties de la Cisjordanie. À Jérusalem-Est, il n'y a pas un rôle officiel de l'autorité palestinienne, donc il n'y a pas un rôle qu'elle peut jouer à Jérusalem-Est. Et quand il y a une autorité qui est sous occupation, la voix des modérés, il est souvent plus faible. Dans ces situations tendues et délicates, l'oreille de l'audience palestinienne est encore moins ouverte à entendre l'appel de calme lancé par Abou Mazen. On en revient une fois de plus à cette question d'éducation et d'éducation des consciences également. Daniel, je voudrais revenir sur un point. Hier, vous étiez à Shouafat et puis finalement, c'était plus calme que ce que vous imaginiez. Oui, on est venu, je suis allé à Shouafat à deux reprises. Le matin, en matinée, c'était tout à fait calme, peut-être parce que les jeunes émeutiers de la veille se reposaient, mais en tout cas, on est revenu le soir et en soirée, on nous a dit, il y avait, on va dire, peut-être une dizaine de jeunes qui ont essayé d'attiser l'attention, on peut dire, face aux forces de sécurité israéliennes qui étaient déployées massivement. Mais finalement, cela n'a pas pris. On nous a dit d'attendre que l'iftar, le repas de fin de jeûne, que leur donne de la force pour relancer un peu quelques attaques, quelques échauffourées avec les forces de sécurité. Et finalement, mais pas forcément. Ça prouve la manque de compréhension entre les deux communautés. Vous voyez, les journalistes ont attendu et ils étaient déçus parce qu'après l'iftar, il n'y avait rien. Mais après l'iftar, au moment du Ramadan, tout le monde est dans les mosquées. Il y a cette prière spéciale du Taraweeh qui est juste après l'iftar. Même les gens les plus laïcs se voient un peu obligés d'aller assister à ces prières durant le mois du Ramadan. Et maintenant. Et est-ce que dans ces mosquées, à ce moment-là, il y a des prêches? Je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a également des appels à discuter avec les fidèles, etc. Et dans ces mosquées à ce moment-là? Non, il n'y a pas de prêches particulières. Il y a la prière du Taraweeh. Les gens sont déjà fatigués d'une longue journée de jeûne, mais l'ambiance, le climat est loin d'être positif et encourageant. Jérusalem-Est, les médias ne s'intéressent pas au quotidien, mais la situation est très tendue avec tous les clashs qui paraissent un peu locaux entre juifs et arabes dans quelques quartiers de Jérusalem-Est, notamment de Ir David, Silouan, Sheikh Jarrah, etc. Donc c'est pas une grande surprise ce qui s'est passé hier à Jérusalem. Il y a tout de même des prêches aujourd'hui pendant les prières du Ramadan dans les mosquées. Il y a pas la prêche de vendredi. La prêche du vendredi, oui. Bien sûr.
Donc on verra cet après-midi, on l'a souvent dit, cette journée du vendredi de toutes les tensions. On va revenir sur les informations principales de cette journée. La journée de tous les dangers, bien c'est aujourd'hui en Israël. Premier vendredi du Ramadan avec cet enterrement également de Mohamed Abou Kader en fin d'après-midi. La journée s'annonce donc tendue. Les affrontements continuaient hier entre la police israélienne et des jeunes palestiniens à l'est de Jérusalem. Dans ce contexte, la police a prévu des renforts dans la ville et des renforts ont été aussi envoyés près de Gaza après les salves de roquettes de la nuit. Hier, Benjamin Netanyahou a été clair. Il a lancé un ultimatum au Hamas par le biais d'un intermédiaire. 48 heures pour revenir au calme. Et cette phrase, le calme, aura pour réponse du calme. Côté Hamas, on menace, nous surprendrons Israël, a déclaré hier le porte-parole de l'aile militaire de l'organisation terroriste. Il a déclaré que le Hamas surprendrait Israël là où le pays ne s'y attend pas. Voilà donc pour ces titres de la nuit et du début de matinée. On a beaucoup parlé des émotions, des réactions qui ont été exacerbées après la mort des 3 adolescents israéliens et du jeune palestinien. On revient sur les faits. Les récents drames qui secouent Israël divisent le pays. D'inquiétants appels à la revanche contre les Palestiniens se sont répandus sur les réseaux sociaux après l'enlèvement et le meurtre d'Eyal, de Gilad et de Naphtali. Une page Facebook nommée « Le peuple d'Israël réclame vengeance » a déjà attiré près de 35 000 personnes. Ils présentent des soldats, des jeunes et même des parents avec leurs enfants appelant à se venger. La page a été fermée par Facebook après de nombreuses réclamations, notamment celle de la ministre de la Justice, Tzipi Livni, qui a promis que les responsables seraient poursuivis. Mais d'autres pages ont été créées, appelant à la violence contre les Palestiniens. Et même dans la classe politique, certains n'ont pas hésité à relayer ces messages de violence, comme l'ex-député d'extrême droite Michael Ben-Ari, qui a posté une vidéo de lui dans un rassemblement où certains scandaient le slogan « Mort aux Arabes ». Nous avons promis un pays sûr à nos enfants et les ténèbres à nos ennemis. Selon certaines spéculations, ces appels auraient entraîné la mort de Mohamed Abou Kader mercredi, un décès qui a entraîné des clashs entre Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes. Alors que des rassemblements violents ont lieu de part et d'autre, un appel au calme a été lancé de la part des familles des 3 jeunes Israéliens assassinés. Si la mort d'un jeune arabe est un crime nationaliste, alors c'est un acte horrible et terrifiant. On ne peut pas faire la différence entre le sang arabe et juif. Un meurtre est un meurtre, il n'y a ni justification ni pardon pour un meurtre. Près de 1000 personnes sont également descendues dans la rue mercredi pour dénoncer le racisme anti-arabe et la violence. Au son de « Les Juifs et les Arabes refusent d'être ennemis ». Ce rassemblement a eu lieu au centre de Jérusalem où 3 jeunes Palestiniens ont été attaqués. Nous sommes venus ici pour apporter de l'espoir, un espoir d'humanité pour tous les êtres, de respect et de cohabitation. Alors que les extrémistes de tous bords tâchent d'entraîner le pays dans une spirale de haine, les appels au calme et à la paix s'élèvent contre le racisme et la violence. Voilà donc pour le point sur cette situation et les émotions des deux côtés. On est très loin, Daniel, du processus de paix dont on parlait il y a quelques mois encore. Et puis Martine Indyk s'est exprimée à ce sujet il y a quelques jours. Est-ce que dans ce contexte, la cohabitation, le vivre ensemble entre Israéliens et Palestiniens, il va bien pouvoir continuer? D'abord, le processus de paix allait bien mal avant tout cela. Si on n'est pas arrivé au bout de ces 9 mois au moindre petit document commun entre Israéliens et Palestiniens, c'est qu'il allait bien mal. Et Martine Indyk, qui a démissionné, exprime une forme de frustration par rapport à cette situation. Mais maintenant, la question de la cohabitation, elle est importante parce que ça dépend de ce que l'on appelle cohabitation. Est-ce que c'est une cohabitation entre autorité israélienne et autorité palestinienne, entre dirigeants israéliens et dirigeants palestiniens, ou bien au niveau du peuple? Et quelque part, je voudrais peut-être capter quelques étincelles positives de toutes ces 23 semaines, en fait, puisque maintenant cela fait 3 semaines que les 3 jeunes ont disparu, en mentionnant ce qui s'est passé dans le Gush Etzion, dans cet endroit précis où les 3 jeunes ont été kidnappés. Eh bien, il faut savoir que dans le Gush Etzion, il y a une coexistence pacifique entre juifs et arabes, entre israéliens et palestiniens, entre ce que l'on appelle entre guillemets des colons, qui sont soi-disant des extrémistes, mais qui dans le cas précis, dans le Gush Etzion, sont des gens
modération, sont des gens, ne serait-ce que le directeur de l'Institut talmudique Mekor Chaim, dans lequel étudiaient les deux jeunes, Naftali Frenkel et Gilad Shaer. C'est un homme qui s'appelle Dov Singer, qui est un élève, un disciple du rabbin Menachem Fruman. Ceux qui savent qui est le rabbin Menachem Fruman savent que c'est un homme qui a œuvré pour le dialogue entre juifs et arabes. Au niveau religieux, il était convaincu que c'est par la religion que l'on allait pouvoir trouver un dénominateur commun, essayer de se rapprocher entre juifs et arabes. Il est décédé malheureusement prématurément, mais c'est un homme qui a œuvré toute sa vie dans cette orientation. Et dans le Gush Etzion, il y a son esprit qui se maintient. On l'a vu à de multiples reprises. J'étais dans le Gush Etzion, sur la route, il y a une phrase, il y a un panneau, il y a écrit Lo tirtzar, tu ne tueras point, en hébreu, en arabe et en anglais. C'est une initiative commune des juifs et des arabes, des palestiniens et des israéliens, pour essayer de juguler les accidents de la route. C'est la preuve qu'il peut y avoir une cohabitation dans certaines régions si on essaye de mettre de côté tous les aspects politiques. La réponse est donc peut-être à trouver au sein des populations, et pas forcément dans l'échelon politique. On va parler en revanche de l'échelon militaire avec vous, Maxime Pérez, par téléphone. Rebonjour Maxime. Une opération militaire de grande envergure, elle aurait quoi comme aspect positif, quoi comme côté plutôt négatif ? Il faut savoir qu'il y a deux façons de se poser cette question-là. La première, c'est de savoir quels sont les objectifs de cette opération israélienne si elle se déroule, à savoir simplement rétablir la force de dissuasion d'Israël dans la bande de Gaza auprès des factions palestiniennes et du Hamas, ou bien tout simplement décapiter le mouvement islamique palestinien et occuper ce territoire, comme l'a suggéré le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, pour permettre peut-être l'émergence d'un nouveau pouvoir, peut-être celui du Fatah. En tout cas, nous n'en sommes pas là évidemment. Et dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de bonne solution militaire pour l'arrière-front israélien, parce qu'il s'agisse d'opérations ciblées, limitées contre des chefs du Hamas et d'autres factions palestiniennes, le potentiel d'escalade est immédiat. Il y aura des représailles en profondeur contre le territoire israélien. Et bien sûr, s'il y a une opération totale d'envergure contre le Hamas, similaire à ce qu'on a pu voir en 2009 avec l'opération Pilier de Défense, et 2 ans plus tard avec l'opération Don-Dursi, et 2 ans plus tard avec l'opération Pilier de Défense, et bien là aussi le risque de voir des missiles viser Tel Aviv ou même Jérusalem est largement présent. Merci beaucoup Maxime Pérez. On restera avec vous tout au long de cette journée pour la situation sur le terrain. Merci à vous Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, une semaine chargée en actualité, une semaine chargée aussi pour vous, pour la dessiner. Le dessin, c'est peut-être une façon, une sorte de catharsis finalement pour cette actualité bien chargée, et en tête de ce que vous avez choisi de nous parler ce matin, bien évidemment, les 3 adolescents israéliens. Mais c'est vrai, la semaine a commencé par l'enterrement. La semaine a commencé par l'enterrement de ces 3 jeunes Israéliens. Donc il y a eu, c'était vraiment une journée de deuil national. J'atterrissais ce jour-là justement, donc j'ai vraiment très bien senti, déjà dans les journaux que j'ai reçus dans l'avion et dans l'atmosphère qu'il y avait dans le pays, que vraiment tout le pays était en communion, s'unissait à ces 3 familles. Et j'ai décidé de dessiner Ania et Khaled Mash'al, parce que quand même c'est Khaled Mash'al qui donne les ordres. Sur un tapis de sang qu'ils sont en train de dérouler, et essayer quand même de trouver un petit jeu de mots pour, justement, comme vous le disiez, c'est peut-être pas tellement le catharsis, comme c'est plutôt l'exutoire de toutes les tensions, et c'est un peu le rôle du dessin de presse dans des périodes de crise. Alors bon voilà, Ismaël Haniyeh a dit fêtons la fin du jeûne ce soir, puisque on est en plein ramadan, et Khaled Mash'al lui répond et la fin des 3 jeûnes, parce que quand même si on ne sait pas encore de manière certaine que c'est le Hamas en tant qu'organisation qui est responsable de ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que Khaled Mash'al n'est pas content. Et c'est une certaine façon de dire que, d'exprimer mon dégoût vis-à-vis de cet homme qu'on a raté en Jordanie. Mais de toute façon, même si Israël était parvenu à se débarrasser de lui, puisque c'était une partie de la politique des Israéliens, je ne pense pas que la situation aurait tellement changé non plus. Enfin bon, c'était une manière. Il faut essayer de marquer le coup, c'est pas évident. C'est pas évident, et uniquement dans un dessin compatir avec les familles, c'est pas tellement de la caricature, c'est de la compassion, donc il faut trouver quand même, et c'est pas toujours facile. Et là, effectivement, cette semaine, on a la partie dure, nous, les décidateurs. Trouver l'angle aussi pour cet assassinat et ce meurtre du jeune palestinien, Mohamed Abou Kader, la rue qui s'enflamme également à Jérusalem. Oui, alors là, j'étais sur le plateau pour suivre le débat entre Daniel Haïk et Ali Waked, et
Mais c'est vrai, s'il y a quelque chose d'un peu disproportionné, qui moi me dérange, hein, je ne pouvais pas intervenir lors de votre débat, c'est qu'on ne peut pas dire que, d'une manière générale, les médias israéliens donnent une importance proportionnelle à cette histoire, donc à l'assassinat de jeunes Palestiniens, dont on n'a pas encore vraiment la solution, par rapport à ce qui s'est passé d'un côté. D'un autre côté, c'est clair que ça arrive à point donné, à un moment où ça risque, et puis c'est ce qui est en train de se passer, ça a totalement retourné la situation en une fois, même si on ne sait pas quelles sont les raisons de l'assassinat de ce jeune. Et les dirigeants des deux parties, des deux côtés, oui, est-ce que il faut vous faire avez le sentiment attention. qu'ils agitent les consciences je au pense lieu de les calmer? Israël doit faire très attention que ça ne redevienne pas une deuxième affaire Mohamed Doura. Donc il faut que les choses soient dites, et soient dites clairement. Et vite, absolument. Voilà, il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner parce que finalement, maintenant, après ce qui s'est passé avec ces 3 jeunes, maintenant, il y a la vérité petit à petit de la manière dont les choses ont été gérées qui apparaissent. Il y a eu des personnes licenciées dans la police, il y a eu des failles, et c'est important de les dénoncer et qu'elles ne se reproduisent plus. Et finalement, ce sont ces images de Chouafat. Vous savez, moi, comme Daniel, je viens de Jérusalem et chaque fois qu'on a de la famille qui vient, qui nous dit « dites-moi, c'est pas dangereux », on dit toujours « non, Jérusalem, c'est calme ». Alors pour le moment, Jérusalem, il y a un lieu, un endroit, près de Chouafat et de Beth Hanina, où c'est pas calme. Et j'espère que ça va vite se calmer. Et ce sont des images qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. En tout cas, qu'on n'a pas vues dans ces parties-là d'Israël. Et j'espère que c'est juste l'expression momentanée d'une frustration et peut-être d'une haine qui a aussi besoin de son exutoire et que ça va se calmer. Et effectivement, les dirigeants ont un rôle très important dans l'accalmie. J'ai entendu Pérez avoir une déclaration comme ça. Entre nous soit dit, je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Martin Indyk, en tout cas de son point de vue. Je pense que quand il parle de l'aversion qu'il y a entre les dirigeants, il a raison. Et elle entraîne aussi un manque de confiance totale entre les peuples. Et tout ça pour dire qu'il suffit qu'il y ait les bonnes personnes aux bonnes places au bon moment pour que les choses puissent changer dans le bon sens. Alors vous parliez d'exutoire il y a quelques instants. L'un des exutoires possibles, c'est peut-être le football. Et ce mondial, vous avez aussi dessiné sur la participation de la Belgique en quart. Parce que voilà, vous savez, à I24, il y a quelques ex-Belges dont je suis. Et il y a effectivement, je pense que c'est une première historique, la rencontre samedi soir de Belgique-Argentine. Alors évidemment, moi je suis pour les Belges, ça c'est Marc, c'est l'entraîneur de l'équipe qui s'appelle les Diables Rouges. Hein, et la Belgique en est très fière. Je reviens de Bruxelles. Tout Bruxelles est aux couleurs du drapeau belge. Je n'ai jamais vu ça. Tous les Belges sont devant leurs écrans. Et moi, je serai aussi samedi soir dans un café à Tel Aviv avec plein de Belges, en espérant que pour une fois, ils vont battre l'Argentine. Ce serait pas mal. Et ça nous changerait un petit peu les idées. Et voilà, on recréera ce match ici entre la France et la Belgique. Ah ben, je suis pour la France aussi. Voilà de quoi calmer les esprits. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin. À suivre dans le Morning, on va s'intéresser à l'actualité internationale et à ces dérapages. Rien n'a échappé à l'œil aiguisé et averti de Bethsabée Salem. Restez donc avec nous juste après un nouveau journal. Ce sera l'heure de la revue de presse internationale. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning. Vous êtes sur i24 News. Merci à vous de nous retrouver pour cette deuxième heure d'actualité qu'on démarre ensemble. Avec moi sur ce plateau, Bethsabée Salem. Bonjour. Bonjour. Yohan Waki. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors vous allez tout de suite décortiquer l'actu internationale en quelques clics Bethsabée. Et ce matin, bien évidemment, l'actualité israélienne qui intéresse les médias étrangers également. Oui, bien sûr. Prenez Le Monde notamment, qui observe la montée des tensions à Jérusalem-Est notamment, qui parle de la mort de ce jeune lycéen, un lycéen chétif, ce jeune Mohamed, amoureux de la Dabke, nous dit Le Monde, une danse folklorique. Quelques heures après son enlèvement, eh bien, Le Monde nous explique que Jérusalem-Est a connu les plus graves émeutes qu'il avait vues depuis des années. Et le risque, eh bien, c'est que les extrémistes de part et d'autre se sentent confortés dans un contexte général de déstabilisation du Moyen-Orient. Et ce, d'autant plus que, eh bien, les appels à la retenue des deux côtés semblent complètement inutiles et que deux, le terreau de la colère et de la frustration est extrêmement
fécond. Alors cette tension très haute, elle a été perçue à Rome aussi. On s'attend à un vendredi chaud, nous explique le Corriere della Sera, qui rappelle qu'aujourd'hui se tiennent les funérailles du jeune Mohamed, que la police israélienne suivra de très très près ces processions, tandis qu'au sud, aux portes de Gaza, eh bien, l'armée israélienne s'est mobilisée. Des funérailles sur lesquelles s'est penché aussi le Wall Street Journal, qui explique la colère de l'oncle de la victime à qui la police israélienne a refusé de confier la dépouille du corps immédiatement après sa découverte, comme la famille aurait voulu, pour suivre donc les exigences de l'islam. Il prétend que le prétexte de la police de dire qu'elle souhaitait procéder à une autopsie n'est qu'en fait qu'un prétexte, qu'en fait la police souhaitait que la rue se calme d'abord, et d'ajouter, cet oncle, que de toute façon ce n'était que le calme avant la tempête. On sait en tout cas que cette autopsie a toujours cours et que les funérailles de ce jeune garçon devraient avoir lieu en fin d'après-midi. On se rend à présent au Kurdistan, le Kurdistan qui pose ses conditions. Oui, et Bagdad est dans le pétrin sur ce thème-là aussi. C'est l'occasion ou jamais pour les Kurdes de poser leurs conditions, nous raconte le New York Times. Ainsi, ils ne participeront à un nouveau gouvernement que si on leur garantit leur autonomie, et que 2, ils peuvent garder Kirkouk, dont ils se sont emparés récemment. Alors forcément, bien sûr, ce chaos irakien, l'avancée de l'État islamique, ça a donné un nouvel élan aux ambitions des Kurdes. Les autorités irakiennes, en plus, n'arrivant pas très bien à se dépêtrer de ce problème, nous explique le journal. Du coup, eh bien, ils mettent la pression, nous explique le Guardian, avec ce terme des 2 mois, au-delà desquels eh bien, un référendum se tiendra, un référendum qui pourrait changer les frontières du pays, et une situation qui est suivie de très près, nous explique le journal, par les pays alentours, la Turquie, l'Iran ou encore la Syrie, qui sont inquiets quand même, il faut le dire. Oui, on sait que l'Arabie Saoudite également a déployé des soldats, notamment à la frontière. Allez, on prend la direction de la France, où Nicolas Sarkozy occupe le devant de la scène médiatique, une fois n'est pas coutume, depuis 3 jours maintenant. Exactement. Alors, il y avait eu la garde à vue, il y a eu la mise en examen. Le soir même, cette interview télévisée qui a fait beaucoup parler. Alors, ça fait 24 heures que les médias français s'amusent beaucoup à démonter les accusations de Sarkozy. Prenez par exemple le Nouvel Obs avec ce titre presque culotté, un mensonge, erreur, approximation. Alors, on en a parlé déjà hier de cette plaidoirie de Sarkozy, justiciable lésé, victime d'une justice dont le seul objectif est en fait de l'humilier. Bien, le Nouvel Obs décortique et démonte les affirmations une par une, avec notamment cette question qu'a posée Nicolas Sarkozy comme un cri à l'aide. Est-ce normal que je sois écoutée dans mes conversations les plus intimes? Donc au passage, cette contestation est la principale de la défense de Nicolas Sarkozy et de son avocat, Maître Herzog. Alors rien de tel pour que nous, qui pouvons discuter librement au téléphone, nous sentions, Nathalie, des justiciables vraiment qui se sentent coupables du coup, puisque nous pouvons parler librement. Alors réponse seulement, voilà, Monsieur Sarkozy, eh bien oui, c'est tout à fait normal, puisqu'en l'occurrence, le contenu des dites conversations est, comme l'exige la loi, de nature à faire présumer la participation de cet avocat, donc Maître Herzog, à l'infraction. Et on rappelle au passage qu'en plus, en l'occurrence, la pêche fut bonne, puisque ces écoutes ont quand même révélé un trafic d'influence qui reste supposé. Un Sarkozy presque berlusconien, on a envie de dire. Alors, vous croyez pas si bien dire, Nathalie, le JDD, le journal du dimanche, compare la rhétorique des 2 hommes, une rhétorique commune, dit-il. Les juges politisés, la persécution politico-judiciaire, ça vous rappelle rien? Ça nous rappelle bien sûr les harangues du Cavaliere lors de ses nombreux démêlés avec la justice. Mais attention, Nicolas Sarkozy, ce genre de plaidoyer n'a pas vraiment fait ses preuves dans la péninsule italienne. Regardez Berlusconi, vous allez voir des images toutes fraîches qui ont été publiées par la Repubblica, l'ancien président du Conseil italien, un peu trop habitué à prendre ses aises avec la justice. Et bien voilà, sa nouvelle vie, il doit effectuer des travaux généraux d'intérêt dans un hospice près de Milan. Il s'occupe de personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer sur une musique genre guinguette et dans une boule blanche. Alors, il n'a pas l'air de suer énormément dans son travail, mais cela dit, c'est pas non plus... Il était dans sa pause. Il était dans sa pause. On va dire qu'il était dans sa pause. En tout cas, il compte attaquer la Repubblica pour violation de la vie privée. Il perd pas le nord. Allez, d'autres personnalités. On continue dans le politico-people outre-Atlantique. Cette fois, vous nous parlez des Obama. Alors, qu'est-ce qu'ils
qu'ils ont fait, eux? Alors, on laisse de côté ce coup-ci le code pénal, la politique, et on parle de leur première rencontre, leur premier rencard, nous dit le journal 20 minutes, parce que c'est dans une vidéo en fait diffusée lors de la projection de Do the Right Thing de Spike Lee pour ses 25 ans, pour les 25 ans du film au musée des Arts de Los Angeles, qu'ils racontent leur premier soir. Un dîner en tête-à-tête, une balade, un ciné dans ce même musée. Alors tout ça, très bon enfant. Lui, il raconte dans la vidéo qu'il avait l'air plutôt bon, ce film. Alors elle le taquine, elle dit oui, il a essayé de me montrer son côté sophistiqué avec un réalisateur indépendant. Et puis lui de reprendre la parole en disant « Spike, merci de m'avoir aidé à impressionner Michel ». Alors vous allez voir la vidéo, quelques secondes de la vidéo. On peut regretter quand même un léger manque de spontanéité, je dirais. He was trying to show me his sophisticated side by selecting an independent filmmaker, and it ended up being a pretty good movie. Really great. So, Spike, thank you for helping me impress Michelle. Importantly, thank you for telling a powerful story. Il n'y a rien de tel pour... Alors, entre nous, Nathalie, moi, je ne veux pas remettre en cause la parole du président des États-Unis et de la première dame. Mais si le couple Obama s'était rencontré à la sortie d'une boîte de nuit, que lui était dans un semi-coma éthylique, qu'il avait attrapé Michelle Obama par la taille, qui était, elle, au bras d'un autre homme, pensez qu'il nous le dirait? Ça aurait fait mauvais genre dans les C'est ce qui est génial, justement. C'est qu'on sait que c'est un script, c'est un storytelling qui se met en place, et pourtant, ça marche quand même. C'est-à-dire qu'ils font quand même couple parfait, qui nous racontent... Alors, ça marche avec certains. Ça marche pas, faut voir en tout cas. Je reste sceptique. Pas avec Betsabé. On lui fait pas. Betsabé, vous qui connaissez tout, vous qui avez parcouru le monde entier, le monde de fond en comble, est-ce que vous vous êtes déjà rendu au Tadjikistan? Non, mais ça me fait rêver. Les moments où on a besoin un peu de solitude, je pense qu'entre deux montagnes, on doit bien s'y trouver. Bon, figurez-vous que dans cette petite république qui borde l'Afghanistan, pour ceux qui avaient besoin d'une précision géographique, eh bien, il y avait la famille Alaev. Il faisait partie des tout derniers juifs qui vivaient encore dans cette contrée. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle famille, puisque quand on vous parle de la famille Grus, Coppola, encore Huston, pour ne citer que des noms très connus, eh bien ça nous parle. Eux sont musiciens de père en fils et ça fait 6 générations qu'ils jouent. Ils vivent depuis plus de 20 ans maintenant en Israël et ils ont donné un concert à Tel Aviv. Regardez. La famille Alaev, une famille juive originaire du Tadjikistan, est une des familles musicales les plus rares et les plus passionnantes au monde. La famille prépare actuellement une tournée à travers tous les pays d'Europe, rendant fou de joie leur public impatient. La troupe tire son originalité par son caractère familial. 3 générations de musiciens dont le leader, âgé de 81 ans, est une chose rare en Israël, mais aussi dans le reste du monde. En formant sa troupe, le patriarche de la famille, Alo Alaev, réalise son rêve d'honorer ses racines par la musique, tout en apportant la joie et la bonne humeur dans des pays différents. Mon père était un grand chanteur à Samarcande et ma mère jouait le doïra. Mes parents m'ont transmis tout l'art de la musique. Quand j'ai eu 9 ans, ma mère est morte. Immédiatement après son décès, j'ai commencé à travailler ma musique, que j'ai ensuite fait partager. Pour la famille, chanter et danser est un acte qui vient du cœur, une forme de générosité que les Alaev veulent transmettre à leur public à chaque spectacle. Les Juifs du Boukharan sont supposés être les descendants d'une des 10 tribus bannies d'Israël par les Assyriens au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les Alaev ont une riche histoire familiale en Asie centrale. Le grand-père Alo était un rabbin très influent à Kaboul, en Afghanistan. Alo a continué la musique traditionnelle du Tadjikistan ainsi que la musique juive du Boukhara. Par son talent inné, il est devenu une figure emblématique du Tadjikistan. Considéré comme l'un des plus grands percussionnistes de son temps, il a été nommé premier percussionniste de la troupe d'opéra Dushanbe, où il s'est produit ces 50 dernières années, établissant ainsi des amitiés solides entre voisins. Pendant de nombreuses années, j'ai joué pour des mariages musulmans et pour des célébrations de circoncision. Nos chansons étaient inspirées des poèmes d'Omar Khayyam. Mais en 1991, la vie pour les Alaev change radicalement. Les violences s'intensifient au Tadjikistan suite au démantèlement de l'Union soviétique. Le patriarche a décidé qu'il était temps pour lui et sa troupe multigénérationnelle de s'installer en Israël, où ils ont pu trouver un public international et fidèle.
Chacun des membres est un musicien expérimenté. Sur scène, on y trouve le petit Abraham, âgé de 3 ans seulement, et la charmante Amanda, qui, à 10 ans, a sa propre chanson. Ne parlant pas le tadjik, elle a appris la phonétique pour chanter. En 2011, ils sortent leur album « La famille Alaev et Tamir Mouskat », enregistré dans la langue tadjik et produit par Monsieur Bouskat de Balkan Beatbox. C'est ce grand succès qui a incité la famille à se produire dans le monde entier, aux États-Unis et en Europe. Depuis, ils sont devenus des vedettes, notamment dans les prestigieux festivals comme celui du WUMAD au Royaume-Uni et le Cracovie, un festival juif réputé. Et voilà, on connaît donc la direction de vacances des prochaines vacances de Bethsabée Salem, le Tadjikistan. Nous sommes le vendredi 4 juillet, l'heure tout de suite d'un rapide rappel des titres de cette matinée avec une actualité plutôt confuse puisqu'il y a près d'une demi-heure maintenant, on entendait la BBC qui affirmait que le Hamas annoncerait dans la journée un cessez-le-feu. Information très rapidement démentie par le Hamas, donc l'organisation terroriste. La journée de tous les dangers en Israël. Premier vendredi du Ramadan, enterrement également de Mohamed Abou Khader en fin d'après-midi. Une journée qui s'annonce donc tendue. Les affrontements continuaient hier entre la police israélienne et les jeunes Palestiniens à l'est de Jérusalem. Et les tirs de roquettes ont repris ce matin depuis Gaza sur le sud d'Israël. Dans le contexte, la police a prévu des renforts dans la ville et des renforts ont aussi été envoyés près de Gaza après ces salves de roquettes. Hier, Benjamin Netanyahou a été clair. Il a lancé un ultimatum au Hamas par le biais d'un intermédiaire égyptien. 48 heures pour revenir au calme. Et cette phrase, le calme aura pour réponse du calme. Côté Hamas, on menace, nous surprendrons Israël, a déclaré hier le porte-parole de l'aile militaire de l'organisation terroriste. Il a déclaré que le Hamas surprendrait Israël là où le pays ne s'y attendait pas. Et on va parler à présent d'émotion et de consumérisme avec vous, Yohan Waki. Bonjour, vous nous dites tout à ce sujet ce matin. Exactement, alors je vais vous parler plus précisément d'une étude réalisée par Facebook qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Une étude qui porte sur l'émotion de ses utilisateurs. Alors je vous rappelle rapidement les faits pour bien comprendre ce qui est reproché à Facebook puisque cette étude lui est reprochée. Alors une étude a été réalisée par le réseau social sur près de 700 000 utilisateurs pendant une semaine par un groupe de chercheurs de l'Université de Californie et de Cornell. Une idée très simple au sein de cette étude, sur les 700 000 cobayes, 2 groupes ont été constitués. Le premier groupe n'a été exposé qu'aux publications positives de leurs amis, les publications négatives ayant été filtrées, et le deuxième groupe, contrairement au premier, a été exposé uniquement aux publications négatives de leurs amis, les publications positives ayant été filtrées. Le but étant de savoir si positif, je suis content, tout va bien. C'est que des posts chargés émotionnellement, enfin chargés à émotions positives. Qui ne vous concerne pas. Le but de tout ça étant de savoir si nous avons tendance à être plus positifs lorsque nous sommes exposés à des messages positifs et inversement, est-ce que des messages uniquement négatifs ont un impact sur notre humeur et nous rendraient donc plus négatifs. Et alors la conclusion, c'est quoi ? Eh bien la conclusion est oui. La conclusion est positive, c'est-à-dire que le groupe exposé à des publications positives a effectivement posté en retour du contenu, des statuts du contenu à caractère positif et inversement, quand vous n'étiez exposé qu'à du contenu négatif, vous aviez tendance à répondre négativement. Alors voilà, on nous dit que nous avons la preuve expérimentale à grande échelle que la contagion émotionnelle entre personnes est possible via un support textuel et ce, en l'absence d'expression faciale et de signaux non verbaux. C'est-à-dire qu'on peut interagir émotionnellement, c'est-à-dire avoir des conséquences les uns sur les autres, uniquement par du texte, des photos, sans aucun contact facial ni verbal. Et la deuxième conclusion est que nous avons tendance à plus réagir lorsque nous sommes touchés émotionnellement par un contenu posté sur Facebook. C'est-à-dire que si je poste une photo ou une vidéo quelconque et que vous êtes touché émotionnellement, vous avez plus de chances de réagir. Toute la polémique est ici, c'est-à-dire qu'en fait les utilisateurs ont très très mal perçu le fait que Facebook utilise leurs données personnelles sans les avertir, manipule en quelque sorte leurs émotions sans l'accord des utilisateurs. Adam Kramer, qui était un des chercheurs du groupe de l'université, s'est défendu en justifiant sur sa page Facebook qu'aucun article n'a été supprimé. Ceci restait visible sur le mur des amis. Le but de l'expérience était d'avoir des nouvelles données pour améliorer le service de Facebook. Donc voilà, excuses exprimées par le site. Restez avec nous. Merci Yohan. On va parler dans cette dernière partie d'amour. Ça va faire du bien.
Dernière partie du morning sur i24 News et chose promise, chose due. Je vous l'ai dit, on va parler d'amour sur ce plateau. Comment vivent les couples d'artistes? Comment l'art influence leur vie privée? Comment leur vie privée influence leur art? Comment les visions de deux artistes qui vivent sous le même toit se mélangent et se mêlent? Bref, malgré l'actu chargée en Israël, eh bien c'est l'été. Du coup, ça a donné envie à Marie Sheikh de parler d'amour. Marie, bonjour. Alors le couple que vous venez nous présenter ce matin, il vous est cher et puis aussi il est très révélateur de la société israélienne. On va voir pourquoi. Il s'agit de Gideon Rubin, israélien. Il vit à Londres. Il a des galeries un peu partout dans le monde, à Tel Aviv, San Francisco, Paris, l'Allemagne également. Racontez-nous tout sur Gideon. Alors Gideon Rubin est un artiste petit-fils du premier, je dirais, artiste israélien, Reuven Rubin. Et c'est son petit-fils, et pour s'éloigner un peu de cet impact fort, cet héritage, il est allé étudier à New York et puis s'est retrouvé à Londres pour faire son master degree à l'école Slade. Et c'est là-bas qu'il a rencontré sa future femme, Celia Katung, une artiste venant de Hong Kong. Et ce mélange, ce mélange extraordinaire de la palette chez Gideon Rubin, de représentation, des fois de gens qu'on connaît, des fois de gens qu'on ne connaît pas, est assez impressionnant. Les visages, les détails n'existent pas, disparaissent, mais il reste une mélancolie, il reste une mémoire, il reste un sentiment de connaître, de déjà vu. La palette est en général, comme vous voyez ici, monochrome. On est dans la famille des beiges, noirs, marron, blanc plutôt. Et là, on a vraiment l'impression de connaître cette enfant sans la connaître. Alors moi, ce qui m'a frappé dans ces tableaux, qu'on peut identifier un petit peu aussi aux peintures de Modigliani, à ces portraits qui s'identifient à Modigliani, mais qu'on voit repris là aussi chez Gideon Rubin, c'est que finalement, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin de l'intérieur du visage pour comprendre les émotions qui veulent être transmises par le corps. D'abord, c'est très vrai, Nathalie. Comme je vous ai dit, vous êtes une excellente élève. Mais regardez les gestes de cet enfant qui, comme s'il tirait quelque chose d'un mouchoir d'une poche, mais c'est comme si qu'il arrêtait le temps. On a l'impression que c'est comme dans une photo. Il arrête le temps, mais avec une palette absolument magnifique, minimale. Il y a tout. On ne sait pas si c'est un enfant chinois. Je sais qu'il s'imbibe de photos de famille chinoises. Il achète des albums. Il est intéressé par le passé, dépassé. Et il essaie de le recréer. Mais on est toujours dans le mystère. On est toujours dans le mystère des diverses couches. Là, c'est une station de ski, j'imagine. Les paysages laisser aussi une partie d'abstraction, c'est ça son objectif, pour laisser chacun finalement voir ce qu'il veut et ressentir ce qu'il veut. Tout à fait. C'est un peu ça l'art contemporain aujourd'hui. Et avec ça, il voyage dans le monde. Et je crois que les gens adorent sa peinture parce que d'abord, elle est bonne, elle est juste bien faite. Elle n'est jamais terminée. C'est jamais du réalisme pur. On ne sait jamais si c'est quelque chose qu'on connaît ou pas. Je pense que ce qu'on aime dans la vie, c'est être surpris. On a parlé de cet effet-là, de la surprise. Là, des fois, c'est sexy, on ne sait pas qui c'est, mais c'est dans la suggestion aussi. Voilà, tout à fait. C'est sexy sans être trop... C'est très délicat. Regardez le fond, c'est très pudique, finalement. Très pudique. On ne sait pas si c'est une enfant... On ne sait pas si c'est une femme. Il y a toujours ce dialecte dans la famille de l'école chinoise ou japonaise, la manga, la petite fille qui attire. Est-ce que c'est ça qui l'a tiré de son épouse finalement, la pudeur Je ne crois pas du tout. Ils se sont connus quand ils avaient 25 ans dans une école internationale d'art. Et là, on voit la famille. Je pense qu'il a fait ça quand la première petite fille est née. Et là, vraiment, on a une rencontre familiale magnifique. Je pense que non, il y a eu tout juste l'amour. On a dit que c'était l'été de l'amour, donc avec cette jeune femme. Et cette rencontre entre le minimum chez lui et le maximum qu'on va tout de suite voir chez elle. Alors justement, on va parler de Celia pour justement qu'on puisse comparer un petit peu les deux atmosphères, les deux imaginaires. Oui. J'aimerais dire que Guidi, on peut voir ses tableaux ces jours-ci à Lonsegev dans la galerie dedans, et surtout à Paris chez Karsten Greve, qui le représente dignement. Donc voilà pour les deux galeries qui le représentent. Alors on revient un instant à Celia. Alors du coup, on passe de Modigliani à Kandinsky, si on pouvait comparer les deux. Ouais, je n'engage que moi, avec ces sculptures molles. Ouais. Et puis, alors là, on est dans un autre imaginaire, on est dans la couleur, on est presque dans l'enfance.
Tout à fait, avec Cilia, si lui, et c'est plutôt un sérieux, sombre. oui, sombre, sérieux, le passé fort de sa famille. Là, on est dans la couleur, on est dans la fête, on est dans la construction des boutons. Regardez, c'est juste comme un Euro Disney de la palette des petits chiens qu'elle crée elle-même, vous voyez, et qui sont tous peints et qui traversent l'espace. Et on a l'impression d'être dans une fête, dans une faire, je dirais, dans un... Et Cilia, dans une foire, et ce que j'aime, c'est ce côté mou, ce côté féminin, ce côté communauté. Parce qu'elle travaille avec des gens aussi. Elle invite, depuis quelques années, elle invite ses amis pour coudre des objets, pour à la fin montrer ce qu'on peut faire ensemble. C'est une nouvelle tendance, je pense, de création. Finalement, c'est deux domaines, de façon de vivre l'art complètement différentes. L'un qui travaille seul devant des portraits qui n'ont pas de visage, et puis l'autre qui travaille en communauté avec des couleurs, avec des œuvres plutôt du domaine de l'enfance et de la joie et de la bonne humeur. Donc ils ne s'influencent pas du tout l'un l'autre? Non, ils s'influencent dans le quotidien. Ils s'influencent dans le fait que chaque fois que Guidon termine un tableau, ce sera elle la première qui le verra et qui lui dira c'est bien, et vice-versa. Donc il y a une vraie entente magnifique, symbiose et colorée et sentimentale. Il peut y avoir une symbiose même quand on a deux styles d'art différents, l'un plutôt interrogatif, l'autre complètement joyeux. Tout à fait, et dénué parce que de si toute... l'un est mort vide, l'autre va remplir ce manque et vice-versa. Donc je pense qu'ils se complètent, ils ont un autre regard. C'est pas, je ne peux pas me juger. Souvent on ne peut pas se juger, on peut aider l'autre. Et c'est aussi un peu là. C'est une sorte de repas divers, c'est une sorte de mésé oriental, c'est une sorte de culture. Regardez la couleur magnifique, les paillettes, c'est juste comme l'art coréen, c'est juste comme l'art japonais, c'est comme Morikami. Regardez, c'est en même temps la fête, c'est en même temps enfantin, c'est en même temps si bien fait, c'est en même temps si coloré, et c'est vraiment un théâtre, je dirais, c'est un théâtre de l'art. Et les deux sont des vrais artistes dans leur quarantaine, donc on a de quoi attendre et s'attendre à des merveilles. Alors voilà, Cilia est-elle aussi, elle expose à Jolon, dans la Maison des Artistes, ces jours-ci, c'est pour ça que je parle de ça cette semaine, et on peut voir ces sculptures molles et amicales et colorées, et c'est la fête de la Chine, je dirais, grâce à elle. Voilà. Alors voilà, si vous êtes de passage en Israël, vous pouvez donc vous rendre d'une part à Tel Aviv pour voir Gideon Rubin et de l'autre Cilia Katung, son dans épouse, l'expo, dans la compagne. maison qu'on appelle Beit Ram, la maison chaude où on parle d'enfance, de famille, et voilà, c'est une exposition magnifique sur tendance famille. Et moi, c'est plutôt tendance d'amour, et Saint-Expo, c'est tendance famille, et donc je souhaite tous les deux. Et ben voilà, ça nous a fait du bien cette petite pause artistique et dans cette édition. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous. Alors on va changer de contexte, hein, si vous me permettez. Maintenant, on va passer de l'art contemporain au siècle d'or avec donc un bond dans l'histoire. 3 siècles avant nous, et on prend la direction de La Haye, où après 2 ans de travaux, le musée Mauritius vient de rouvrir ses portes. Il abrite les trésors de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, l'occasion de réviser nos classiques, Marie, puisqu'on y trouve entre autres La jeune fille à la perle de Vermeer. Regardez. Arrivée en fanfare, pour son retour à la maison, la fille à la perle fait du bruit. Après avoir fait le tour du monde, le célèbre tableau de Vermeer reprend sa place au Mauritius pour le plus grand plaisir des visiteurs locaux. La jeune fille à la perle est l'un des plus beaux tableaux de cette période, peut-être le plus beau, et je trouve ça très chouette. J'ai étudié cette peinture à l'école et c'est fantastique que je puisse la voir ici aujourd'hui. Le musée néerlandais était en rénovation pendant ces 2 dernières années. Quelques 30 millions d'euros plus tard, cet ancien hôtel particulier du XVIIe siècle rouvre ses portes avec la bénédiction du roi des Pays-Bas, Willem-Alexander. Agrandi, restauré, éclairé, le bâtiment classique est désormais complété par un bâtiment art déco loué au club de gentlemen voisins. La réouverture du musée phare de La Haye est un grand événement pour le pays. Pour l'occasion, le Mauritius a fait nocturne et était gratuit pour tous ses visiteurs de 20h à minuit. L'occasion pour ces derniers de découvrir les quelques 800 œuvres pièces maîtresses de l'âge d'or néerlandais, du Chardonneret de Karel Fabritius à la vue de Delft de Vermeer, en passant par la leçon d'anatomie du docteur Nicolas Dulp. Tout un programme pour les plus de 1000 visiteurs par jour que compte accueillir le nouveau Mauritius.
Et voilà donc pour des idées si vous en cherchiez. Ce week-end, on va continuer à parler culture avec vous, Virginie et Khalifa. Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors Marie, est-ce que vous avez vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ce film ? Non, j'attends. Bon, eh bien, vous ne faites pas partie de ces 10 millions de personnes qui ont été le voir au cinéma. Alors, c'est sorti le 16 avril dernier. Jusqu'aujourd'hui, eh bien, le film avait effectivement été un succès. Et aujourd'hui, eh bien, il fait finalement partie du top 10 des films français les plus vus. Alors, avec environ 10 500 000 spectateurs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est cette comédie familiale qui se joue ici en Israël des en clichés. Ce moment, Exactement, effectivement. Avec toutes les religions, avec toutes les cultures qui se mélangent et puis justement ce choc des cultures. Alors il avait très bien démarré avec 101 000 entrées en salle, ce qui est déjà plus important que le film Intouchable qui, on le sait, a fait un record incroyable et qui s'est déplacé d'ailleurs dans le monde entier. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, je vous propose tout de suite de découvrir sa bande-annonce. Et comment s'appelle l'heureux élu ? Chao Pierre Paul Ling, Rachid Abdul Mohamed Benassem, David Maurice Isaac Benichou. Tout le monde sourit. J'en vois deux qui sourient pas là. Bougeons plus. Si on les invitait à Noël. Comment ça, on va passer Noël chez tes parents ? On évite tous les sujets qui fâchent. Israël, Et oui, tout à l'heure, il y a Daniel Haïk qui nous disait que finalement, la paix, la cohabitation, ça se faisait au sein des populations et pas dans les échelons politiques. Finalement, on voit que c'est difficile. C'est difficile de s'adapter aux cultures à la culture de l'autre. On n'a pas les mêmes codes et automatiquement, ça fait un film qui est drôle et qui plaît beaucoup. En tout cas, il a fait une très très belle entrée en matière. Dès la 11e semaine, il est resté loin. Il est toujours resté quand même loin des podiums puisqu'il n'a pas dépassé les ch'tis qui avaient eu 20 millions d'entrées, ce qui est quand même incroyable. Et puis ensuite suivent Intouchable, La Grande Vadrouille et bonne nouvelle, eh bien qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Passe devant Le Dîner de cons, Taxi 2 et Le Grand Bleu. C'est dire. Qui n'est pas à négliger. Alors on a parfois beau dire que la télé éloigne les gens, ça peut parfois rapprocher. En tout cas, si l'on en croit cet exemple et cette série américaine qui va s'inviter en Iran. En Iran, c'est pas une blague du tout, Nathalie. Il s'agit de Modern Family. Eh bien, l'Iran prévoit d'adapter la série américaine d'ABC dans le pays. Alors, a priori, l'adaptation se ferait scène par scène. Quelques détails près, eh bien, le couple homosexuel n'existera pas dans cette version iranienne. Des petites, vous savez, la censure dans le pays provoque quelques changements dans ce genre de série. En tout cas, elle reprend visiblement les mêmes histoires avec une similitude frappante que vous pouvez voir certainement sur ces écrans avec les deux trailers, donc version iranienne et version américaine. Cette vidéo a été réalisée par un des fans de la série iranienne qui l'a tout simplement illégalement téléchargée sur internet, même si ce n'est pas autorisé. En tout cas, la chaîne iranienne a décidé aujourd'hui, puisque cette adaptation n'est pas légale, de modifier quelques dialogues et puis de se plier finalement aux contraintes religieuses qui sont imposées par le pays. Alors aujourd'hui, la suite donc au prochain numéro, on suivra donc cette série. Ou peut-être à la prochaine série. La prochaine série, retour au cinéma à présent avec La Comédie Saint-Vincent. Oui, alors la comédie s'offre aujourd'hui un père de substitution, Bill Murray, dans la peau d'un voisin grincheux qui décide de prendre sous son aile un petit jeune avec qui il va commencer à faire l'école buissonnière, un petit tour aux courses, au bar et puis dans les strip clubs, de quoi plaire aux jeunes, une ambiance à la Little Miss Sunshine. Alors jusqu'ici, l'acteur n'avait pas remporté d'Oscar et on attend dans ce rôle qui est complètement déjanté, peut-être à ce qu'on le remercie pour ses qualités d'acteur. Du cinéma, toujours israélien cette fois, 2 films israéliens qui s'invitent au Festival Paris Cinéma, la 12e édition du festival qui a commencé hier soir si je ne m'abuse, avec la projection du film Timbuktu, un film engagé qui parle de djihadistes et de femmes, et vous venez nous parler des 2 Israéliens. Exactement, de Self-Made de Shira Geffen, qui est un film qui est donc présenté dans la section avant-première. Alors il s'agit d'un film avec une femme palestinienne et une femme israélienne. Malheureusement un jour elles se retrouvent au checkpoint et puis tout porte à confusion.
malentendu fait que l'une se retrouve dans la vie de l'autre. Et du coup, on a cette femme palestinienne qui vit en tant qu'israélienne et cette femme israélienne qui vit dans la peau d'une femme palestinienne. Quelque chose de très fort avec un message vraiment très profond. Et puis, on attend vraiment les récompenses puisque, on le sait, Shira Geffen avait déjà été récompensée une première fois en 2007. Et donc voilà, c'est à voir au Festival Paris Cinéma. Ça dure jusqu'au 12 juillet et Israël est donc représenté. Merci beaucoup Virginie de nous en avoir parlé ce matin. Merci à vous également Marie d'avoir été en notre compagnie. C'est la fin donc de ces 2 heures d'actualité, mais l'information continue bien évidemment pour cette journée de tous les dangers en Israël. Les journaux de la rédaction à suivre. Merci de nous avoir suivis et excellente journée sur i24 News.